Bonjour. Et bonjour. Merci de votre présence. Merci aussi au CDE pour la coordination de la journée. Nous, on vous présente donc, deux romans pour août et septembre. Nous, c'est Julien Delorme, directeur commercial de la maison, et Paul Cavsac, qui est ici comme auteur du roman Le Bonheur, dont on vous parlera très, très vite. Donc, deux romans. En fait, on va y aller dans le désordre. Un roman étranger, donc La colonie de Annika Norlin, et le roman français de la rentrée, donc de Paul, donc Le Bonheur. Ce sont deux livres, en fait, que nous pensons susceptibles d'apaiser nos temps troubles. Donc, comment répondre peut-être à cette époque pour nous, donc à la peuplade, il s'agira de continuer à travailler la littérature, en fait, en tenant compte du contexte dans lequel nous vivons et en réunissant dans la mesure du possible des qualités d'acuité, d'attention et de réflexion. Donc, on peut y aller déjà avec La colonie pour commencer. Donc, de Annika Norlin, traduit du suédois par Isabelle Chéreau. L'apparition le 4 septembre. Donc, c'est un premier roman paru en Suède en 2023. Le roman introduit donc en premier lieu un personnage, le personnage d'Émilie, une véritable urbaine, donc qui aime les gens, qui travaille trop et qui, un jour va frapper un mur et elle va donc partir et aller s'isoler dans la forêt scandinave, même si a priori elle n'aime pas vraiment la nature. Donc c'est là qu'elle rencontre la colonie, donc qui est composée de 7 individus organisés comme chez les fourmis. Donc, chacun a sa tâche, ils s'entraident et donc ils se sont construits comme une micro-société. Euh, donc, les sept individus en question, ce sont une ancienne criminelle, une militante écologiste, le fils de survivants de la Shoah, un homme qui dit en avoir tué un autre par accident, une survivante de viol, un homme qui a renoncé au monde avant même de le découvrir, un ado qui est né là et n'a jamais rien connu d'autre. Donc, la colonie va s'articuler autour de ces destins croisés, marginaux, profondément humains, complexes. Et Émilie, donc la protagoniste principale, va être, elle, une spectatrice incrédule au départ et bientôt un élément perturbateur. Donc, elle va bousculer un peu la petite communauté. Et voilà, donc on se retrouvera comme ça dans une forme d'utopie à échelle humaine. Alors au premier abord, l'histoire d'une communauté qui se réfugie dans la forêt, vous avez déjà dû voir ça 200 fois dans d'autres livres, c'est un thème qui est extrêmement traité actuellement. Pourquoi la colonie? Qu'est-ce qui distingue la colonie d'autres textes de ce genre? Alors déjà, par rapport au contexte, je vais vous donner quelques données pas sexy avant de retourner à la littérature. La colonie, c'est 130 000 exemplaires vendus en Suède, c'est plus d'1% de la population suédoise qui l'a acheté, c'est traduit en 16 langues, il est sorti en avril aux États-Unis et en Angleterre, et ça commence à devenir un phénomène mondial d'édition. Donc c'est qu'il y a bien quelque chose quand même qui se passe dans ce texte et qui interpelle au niveau international, alors que les autres pays ne sont pas mieux traités que nous sur l'abondance de textes là-dessus. Qu'est-ce qui fait l'enjeu dans ce texte? Qu'est-ce qui fait l'intérêt de ce texte, premièrement? Eh ben, c'est déjà la manière dont c'est introduit. C'est-à-dire que ce n'est pas une autrice qui a quelque chose à vendre, un modèle de société et tout ça. Elle va déployer cette colonie, elle va nous déployer devant nous, ce qui fait que ces 7 individus qui semblent n'avoir rien à voir les uns avec les autres ont réussi à prendre corps. Ça se passe sur un temps long. On va balayer 13 années d'histoire de cette colonie au travers du regard d'Émilie qui arrive plutôt à la fin de cette aventure, et puis en 2023, mais depuis 2008 et l'installation des premières personnes dans cette forêt, la manière dont ça s'est fait. Donc on est dans un livre de réflexion, on pourrait dire qu'on est dans un livre politique, mais on n'est pas dans un livre à thèse, c'est-à-dire que ce qui est donné à voir là, eh bien,
comme souvent dans ce qu'on vous propose en littérature étrangère et même en littérature québécoise, ça va être à vous de faire votre propre expérience sensorielle et littéraire pour pouvoir aller découvrir vos propres questionnements. Ces questionnements-là, moi je pense qu'ils sont effectivement assez importants et assez présents dans notre société, surtout depuis le Covid, l'idée de vouloir refaire société ailleurs, de vouloir s'enfuir, et puis maintenant, 5 ans après, l'envie aussi de vouloir revenir parfois, et ben, la colonie va aborder tout ça avec une grande qualité de narration littéraire. L'autre chose, ben, c'est la qualité des personnages et l'attachement qu'on éprouve à eux, et puis le fait que ce texte est bâti autour d'un mystère. Alors c'est un texte un peu épais, hein, c'est vraiment du grand romanesque de 600 pages, c'est presque une fresque en fait. Il faut ça pour balayer 15 ans, même presque 20 ans de vie des individus, on va les voir aussi avant cette expérience de la colonie. Et voilà, quoi, on s'attache énormément à eux, et encore une fois, je dirais que Annika Norlin, elle a un vrai talent de présenter des personnages dans toute leur complexité. C'est-à-dire qu'on va se mettre à les adorer, puis après on va voir des actes pas forcément glorieux, les détester. C'est pas une utopie au sens propre du terme, dans le sens c'est pas une expérience idéale, mais ce n'est pas une dystopie non plus. C'est juste une expérience qui dure un temps et qui rassemble un certain nombre de personnes qui pourraient ne rien avoir à faire entre elles et qui trouvent une manière de fonctionner. Donc c'est un texte qui pose des questions, et c'est un texte qui va chercher peut-être chez nous des choses, des expériences, des questionnements qu'on se pose par rapport à notre vie, par rapport à l'époque, et qui vont vous pousser à réfléchir. Donc ce n'est pas un texte duquel on sort avec des réponses. Moi, ce n'est pas la littérature qu'on essaie de promouvoir à la peuplade. C'est un texte qui va faire poser d'autres questions meilleures. Et c'est surtout un texte très romanesque, bâti autour d'un mystère qui tient en haleine jusqu'aux dernières pages pour découvrir vraiment tous les petits secrets de cette colonie. Et bon, la question finale, c'est est-ce qu'on peut vraiment s'organiser comme les fourmis? On entend parfois ce modèle parfait de société que représentent les fourmis. Est-ce que l'humain est fait pour trouver une manière de s'adapter à ce modèle? Voilà, c'est la réponse de La colonie d'Annika Norlin. Et c'est un texte, moi je pense qu'au bout de 40-50 pages, on est emporté dans la lecture de toute façon et vous n'allez pas pouvoir le lâcher. C'est un texte qui est avant tout une excellente narration et un texte haletant qui va rappeler des choses qu'on a publiées à la peuplade par ailleurs. La forêt, bien évidemment, qui est très présente. C'est le côté un peu nature writing, même si ce n'est pas le cœur du livre, mais c'est extrêmement présent. Et puis ce côté social aussi de refaire société, qui pourra rappeler des textes comme Avant de brûler ou Les ombres filantes de Christian Gay-Poliquin, qui traitait de manière plus périphérique de ces choses-là. Donc voilà, pour moi, c'est un très beau texte. Et puis, il y a un mouvement mondial qui est en train de se passer autour de la colonie. Et on espère que vous allez adhérer à ce mouvement mondial autour de nos petits hommes et femmes fourmis. Alors, on passe au roman Le Bonheur de Paul Cavzac, parution le 14 août. Donc, c'est le deuxième roman de Paul. On se souviendra de Ténèbres, donc paru en 2020. On se souviendra du géomètre belge et de son bourreau chinois dans le Congo de Léopold II. Donc, avec Le Bonheur, Paul reprend l'histoire européenne en campant son roman durant l'occupation française, en réponse à un retour général de politique autoritaire fascisante. On a un roman nécessaire, donc, qui s'allie au constant travail de mémoire que demandent les plus grandes luttes, que le déni remet continuellement à l'ordre du jour. En somme, donc, c'est un livre sur la démocratie. Je vais lire juste un petit passage de la page 308. Dans l'introduction qu'il donne à l'édition américaine de 1952 de La fonction de l'orgasme, Wilhelm Reich a ces mots: « Faites de la démocratie une chose vivante, ne simulez pas la démocratie, autrement le fascisme gagnera partout. » Donc, le récit de l'histoire du bonheur se résume à la magie dont se reportèrent les enfants. C'est de cela que veut s'emparer donc l'officier SS Sturmbannführer Peter Panus, un officier nazi sans visage qui fait penser à Voldemort, qui fait un peu peur et qui traque 3 enfants réfugiés dans une grotte sous le château de Montfaucon. Donc, nous en apprendrons donc davantage au fil du roman sur ce pouvoir d'une couleur vert absinthe au prix de la vie de plusieurs personnages inoubliables. Donc, Le Bonheur, c'est aussi la campagne, les grèves à Paris, la cause ouvrière, des mariages, des embardées, la guerre, la torture, des bombardements, des morts tragiques, de trop nombreuses morts qui s'inscrivent toutes dans le grand registre de l'histoire. Le Bonheur, c'est un texte qui revient sur lui-même.
Le bonheur, c'est la possibilité d'une vie pleinement humaine. Le bonheur, c'est la disparition de la sensation du temps. Le bonheur, c'est une lecture qui n'en finit jamais tout à fait de travailler le cœur. Donc, je laisse Paul nous en parler. Bonjour, bonjour. Déjà, dans le bonheur aussi, il y a un personnage, c'est un chien. C'est un bulldog français héroïque, vous verrez. Alors, je voulais prendre, vu que j'ai l'impression qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce livre, je vais profiter de votre présence pour parler d'un chapitre, et autour de ce chapitre-là, développer un petit peu la façon dont j'ai conçu le roman. Un chapitre qui s'appelle 1942, que vous allez rencontrer dans votre lecture et qui peut vous dérouter. Alors déjà, 2-3 mots, d'où vient le bonheur. Déjà, le bonheur, il vient de Franche-Comté, ma région natale, même si je l'ai quitté il y a maintenant 15 ans. Comme vous toutes et tous, j'ai connu la Covid et j'ai été coincé, entre guillemets, 5 mois en Franche-Comté, autour de Besançon, dans ma région donc natale. Et j'ai vraiment beaucoup marché, et des fois je marchais des heures. Et un jour, je suis tombé sur le château de Montfaucon, un château médiéval du XIe siècle et qui reste trônant au-dessus d'une falaise abrupte. Et avant la Covid, j'avais vu, je ne sais pas si vous voyez l'exposition monumentale de Christian Boltanski, qui s'est révélé de sa dernière, qui s'appelait Faire son temps. Je ne sais pas si vous voyez Christian Boltanski, mais en gros, il y a 2 mots-clés, c'est enfance et Shoah. Donc c'est un beau programme. Et donc, me baladant, ayant du temps, ne travaillant pas, étant libéré du travail, je me baladais sur ces montagnes et je me suis mis à penser si... on pouvait imaginer que sous ce château, il y avait une grotte et que dans cette grotte, on avait abrité des enfants juifs pendant l'occupation et que ces enfants juifs auraient peut-être quelque chose de magique, hein, non pas du fait de leur judaïté, mais ces 3-là particuliers. Et quelques années plus tard, je mûrissais ça tranquillement dans ma tête, et là, quel ne fut pas mon coup de calgon quand j'écoute France Info, tranquille, et tout d'un coup, on remet en question le sujet abordé, c'est, voilà, pendant l'occupation, Pétain a-t-il sauvé des Juifs? Donc là, je tombe de ma chaise et je m'aperçois que M. Zemmour, pendant la présidentielle, a réussi à relancer ce débat qui n'en est pas un, et que ça remonte même jusque sur la chaîne nationale. Et vous avez toutes et tous, bien sûr, une idée de l'état de la pénétration des idées d'extrême droite dans les médias français. Ça a été aussi au tour de Macron, hein, de rappeler que Pétain était un grand soldat, etc. etc. Et on voit, et je ne sais pas si vous avez lu le livre de Géraldine Schwartz, qui s'appelait Les Amnésiques, dans lequel elle montre très bien dans l'Europe entière une certaine corrélation entre la progression de l'extrême droite et la réécriture de la période de l'occupation allemande et des diverses collaborations. Alors, mais ayant toujours en tête d'écrire ce roman, je me suis posé la question... une certaine réalisation politique, comment écrire un roman, écrire de la fiction, écrire quelque chose qui relève plutôt du réalisme magique, toujours comme j'ai pu faire par avant, en mêlant l'histoire assez précise avec en même temps des interprétations via le réalisme magique. Comment raconter, que faire, en fait, comment se positionner comme romancier dans cette situation plutôt périlleuse pour la démocratie. Et m'est revenu à l'idée, cette idée justement, comme quoi on pourrait, le discours littéraire, qu'il soit fictionnel ou non, n'est pas forcément un discours particulier, autonome, étanche, comme on peut bien le penser. Et que bien plutôt, il est sur un continuum avec les divers discours, et qui peut s'ouvrir à différents discours et à différentes formes. Ceci m'a amené à me dire, eh bien, tout simplement, il y aura un chapitre de mon livre qui prendra la liste de tous les convois qui sont allés du Bourget à Auschwitz pendant l'année 1942. Donc une année suffisait pour l'exercice, parce que sinon ça devenait vraiment insoutenable sous différents aspects. Et donc, un des chapitres, qui s'appelle le chapitre 1942, vous allez rencontrer diverses choses, mais notamment cette liste-là, qui va vous apparaître, je pense, comme un monument, quelque chose de long, quelque chose de difficile, qu'on peut traverser, qu'on peut regarder, qu'on peut contourner, etc., mais qui va vous amener, je pense, par la force des choses, à avoir une réaction.
vous pouvez être agacé, on nous l'a déjà dit 100 fois, vous pouvez être ému, j'ai des retours de lecteurs, de gens très émus, vous pouvez être indifférent, indifférente, etc. Mais il y aura une réaction. Et ça a été cette idée-là, pour ce chapitre-là, de poser quelque chose qui prolonge en fait l'intérieur de la fiction dans une réaction qui n'est plus seulement émotionnelle, mais véritablement, en fait, je pense, qu'il se révèle être politique. Si vous êtes agacé, apercevez-vous que c'est politique. Si vous êtes ému, vous pouvez le penser finalement comme politique. Et c'est cette façon-là que j'ai trouvé, je pense, d'amorcer quelque chose. Je l'ai trouvé, je ne l'ai pas inventé, hein, que j'ai trouvé pour moi, que je me suis approprié et qui existe que chez d'autres, bien évidemment, que j'ai choisi. Et donc je voulais créer une situation ni esthétique forcément, ni plaisante dans ce chapitre, au sein d'un roman que j'espère par ailleurs, sous divers aspects esthétiques et plaisants, vous offrir ce monument-là. Ceci pour vous amener ensuite dans un récit que j'ai voulu comme un sandwich bien chargé, avec mais très très bon, et dans lequel vous allez entrer finalement, j'espère, un peu comme un rêve, mais ce qui va devenir un rêve lucide d'une certaine façon. Et dans ce roman, je vois que le temps passe, hein, j'accélère un petit peu. Dans ce roman-là, dans ce rêve lucide-là, il y a à la fois tout ce qui va révéler du conte, du merveilleux, de l'aventure, de la peur de l'enfance, mais en même temps d'une prise de réalisation politique adulte. Si vous voulez, pour vous donner les choses d'une façon un petit peu schématique, on peut voir l'enfance de trois façons. Je vous la propose de la voir de trois façons. Il y a l'enfance différente à l'âge adulte. Les enfants sont des mineurs, point barre. Il y a les grands enfants, ça c'est ce qu'on vous sert pour vous faire acheter des choses. La pub en général vous infantilise, m'infantilise aussi et je vais acheter des trucs. Et puis il y a également l'enfant comme créativité qui ne s'oppose pas à l'adulte. Ce qu'il va y avoir de plus dans l'adulte, c'est finalement la reconnaissance de l'autre et la reconnaissance du groupe, c'est-à-dire le politique. Et ce que j'ai essayé d'amener dans ce rêve lucide, c'est cette espèce de moment où une certaine berceuse merveilleuse va, dans son contenu et peut-être dans sa forme, et je l'espère dans votre réaction, se transformer sans s'opposer, sans se rejeter, sans être rejetée elle-même, cette créativité de l'enfance devenir un rappel de la prise, de la reconnaissance de l'autre, de la reconnaissance du groupe. Donc je ne vous dis absolument pas quoi penser, ce roman je pense ne le dit pas, mais je l'espère est un dispositif qui rappelle la liberté, cette liberté que l'on a tous, de rester créatif dans la reconnaissance. Donc voilà, je pense que j'ai un petit peu dépassé mon temps. Voilà, on a dit beaucoup de choses en très peu de temps sur ce roman. Vous aurez compris que c'est un texte un peu exceptionnel. Alors là, je me retrouve pour la deuxième année à devoir cirer les pompes de l'auteur qui est juste à côté de moi. Donc tu me pardonneras et vous me pardonnerez aussi l'exercice qui est toujours un peu périlleux. Mais il y a des textes comme ça qui sont de vrais cadeaux et qui justifient tout ce qu'on fait. Non pas que les 11 autres textes qu'on publie dans l'année sont moins bons ou moins forts, mais c'est autre chose. Mais il y a des formes qui relèvent de la littérature pure et qu'on a beaucoup de mal à expliquer parce que ça relève de l'expérience de lecture. Alors expérience, dans notre époque, c'est aussi un mot un peu galvaudé, mais néanmoins ça existe et c'est avec cet état d'esprit que je vous propose d'aborder le texte de Paul. C'est effectivement un texte qui va parler de la déportation, c'est un conte réaliste magique autour de 3 enfants qui auraient peut-être des pouvoirs. C'est aussi une grande histoire de la Franche-Comté depuis les luttes syndicales du début du XXe siècle jusqu'au bombardement de la gare de Besançon. Alors là, la petite anecdote qui est rigolote, avant-hier, ils ont retrouvé un bunker en plein état, en parfait état, sous la gare de Besançon. Donc on est en train d'essayer de voir comment on peut organiser une petite dédicace là-bas ou un truc pour les bisontins, bisontines. Mais c'est une drôle de coïncidence. Mais voilà, moi je pense que c'est un roman dont il faut faire l'expérience. Je pense que plus vous avez d'attentes par rapport à ce roman, plus il risque de vous décevoir, plus vous y allez en vous demandant ce que vous allez trouver et plus il va vous apporter quelque chose. C'est un roman qui est plus que la somme de ses parties. Et si vous avez eu l'occasion de lire Ténèbres, on retrouve aussi dans ce texte le brio et l'inventivité de l'écriture de Paul, ce côté incroyable qui allie une grande connaissance de la forme classique et des traditions de la littérature française du 19e siècle et du 20e siècle, avec en même temps une inventivité formelle faite pour mettre le lecteur dans un état particulier
particulier. Et puis, je finirai sur la question du bonheur en vous disant, on ne vous a pas dit où le bonheur se trouvait dans ce texte qui semble tout de même bien sombre. Et j'attends vos réponses après lecture et on en discutera, mais on espère pouvoir provoquer quelque chose comme ça autour de ces questions et des questions que Paul a soulevées. Voilà, donc pour conclure, cette année, on vous propose 2 textes. Un texte brillantissime, une plongée dans la tête d'un écrivain génial qui propose une expérience de lecture assez radicalement différente. Et un texte, La colonie, de Annika Norlin, qui est un très grand roman, très contemporain, qui se dévore comme une espèce de saga et qui va balayer 20 ans de la vie d'une communauté dans les bois, avec tous les fantasmes et toutes les angoisses que ce type d'expérience peut transporter. Et nous sommes à votre disposition pour en reparler, pour vous envoyer les livres. Et je vais juste finir en vous disant aussi, en septembre, on ne l'a pas mis dans le paquet bien évidemment, mais on va avoir un recueil de poésie de Marie-Hélène Voyer, qui est une très très grande poétesse. Ça s'appelle Précieux sang et c'est une poésie qui va faire écho notamment au texte de Paul, puisque c'est une poésie qui prend appui sur les destins des ouvrières durant tout le XXe siècle. Merci beaucoup.